Aujourd'hui, le squad, on entre dans un terrain encore trop peu exploré par les sportifs, celui du cerveau. Perception, décision, attention, créativité, tout commence là-haut. Ce qui se passe avant et pendant ton geste. Mon invité, Laure Fernandez, est docteur en neurosciences comportementales, enseignante-chercheur à Aix-Marseille Université et au CNRS. C'est une prep mentale et spécialiste du lien entre la cognition et la performance. Elle m'accueille aujourd'hui dans son labo de l'Institut des sciences du mouvement à Lumini pour nous amener dans les coulisses du cerveau du sportif entre science et terrain. Laure, bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas ? Merci pour l'invitation. Je crois que tu en as déjà dit pas mal. Donc, effectivement, enseignant-chercheur, ce qui consiste à partager mon temps, un temps d'enseignement à la fac et un temps de recherche. Et à côté, j'ai une activité de préparatrice mentale et de consulting scientifique où j'accompagne pas mal d'entraîneurs dans des sports variés pour des fédés et préparation mentale, essentiellement sur des accompagnements de sportifs individuels. Exactement. Au niveau. Ok. En tout cas, on est dans un bel endroit que tu m'as montré un petit peu les différentes choses qui sont faites au sein de cet institut. Il y a vraiment de belles choses. Je trouve que pour quelqu'un qui est du terrain comme moi, c'est un monde qu'on voit souvent de très loin. Donc, je te remercie déjà pour cet accueil, pour la petite visite. Avec plaisir. On va parler directement, j'ai donné le mot de neurosciences comportementales. Ça fait un peu flipper dit comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui se demandent un peu ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement en quoi ça consiste ? Très simplement, les neurosciences, de façon générale, ça consiste à essayer de comprendre le fonctionnement du cerveau et du système nerveux central. Quand on couple le terme de comportement au terme de neurosciences, ça devient finalement un champ de recherche qui consiste à comprendre le fonctionnement du cerveau, mais dans un but précis de production d'un geste. Donc, on va pas s'arrêter juste à tout ce qui est activation cérébrale, mais on va vraiment aller jusqu'à la production du geste qui dépend de cette activation cérébrale. Donc, on part vraiment de le stimulus ou l'information qui va rentrer dans le système et le geste qui va y avoir en résultat ou en sortie, avec tout un tas d'étapes. Je pense qu'on y reviendra plus en détail derrière. Donc vraiment comprendre que c'est l'activation cérébrale dans un but précis de produire un geste et du coup une activité motrice. Et c'est quoi un petit peu les champs d'action que toi tu as par rapport à ça de manière concrète et qui puisse être derrière utilisé sur le terrain pour les sportifs? Alors les champs d'action, finalement, moi je réduis un petit peu ce champ assez large des neurosciences comportementales à la compréhension de tout ce qui est processus cognitif en amont, encore une fois en amont de la production du geste, qui consiste à essayer de comprendre les étapes qui nous permettent de programmer le geste. Et qui dit programmation du geste dit choix de quel geste je vais accomplir. Et pour choisir, il faut se baser sur des informations, donc soit qu'on a stockées en mémoire, soit qu'on prélève dans l'environnement. Donc tout ça, ça mène à un couplage entre la perception et l'action. Et j'essaye de comprendre les différentes étapes entre ce processus perceptif et ce processus d'action motrice ou ce processus de geste. Ok. J'imagine que déjà, c'est un apprentissage. Tu essaies de comprendre tout ça d'un point de vue théorique, mais aujourd'hui, tu disais que tu étais très porté sur le terrain. J'ai cru comprendre que tu faisais tout ce qui était profilage cognitif, notamment ça avait été initié avec le Krebs. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et brièvement peut-être nous donner quelques clés qui peuvent permettre notamment aux confrères de terrain, je pense aux kinés, aux prépas physiques, aux entraîneurs, de se dire « Ok, c'est comme ça qu'on pourrait s'orienter à l'avenir ». Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est effectivement maintenant, j'ai de plus en plus une action sur le terrain. Mais l'idée, c'est de comprendre que tout ce que je peux faire sur le terrain est quand même nourri d'une base de recherche fondamentale que j'ai pu réaliser pendant des années et que je continue à réaliser en parallèle à de la recherche appliquée. Le profilage cognitif, c'est un bon exemple de ce lien entre recherche fondamentale et recherche appliquée. L'idée, c'est, alors le profilage, c'est un mot qui est assez à la mode dans le sport de haut niveau, j'allais dire, mais dans le sport au global. On a pas mal de connaissances sur tout ce qui est profilage force-vitesse ou profilage en termes de capacité aérobie, anaérobie, donc profilage biomécanique, profilage physio. Mais pour l'instant, on en est encore un petit peu au balbutiement de ce qui est profilage cognitif.
Et pour comprendre ce projet que j'ai mis en place sur le profilage cognitif, il faut quand même comprendre les différents processus cognitifs qui peuvent être en amont de la production d'un geste. Donc, en fait, tu citais tout à l'heure la prise de décision où on parlait de la perception, mais à côté, il y a le processus d'attention, donc arriver à maintenir sa concentration lors de la réalisation d'un geste. Il y a le fait d'inhiber certains automatismes qui arrivent, donc ça commence à faire une liste de plusieurs processus cognitifs. Et en fait, on s'est rendu compte que selon l'activité ou selon le sport, il y a certains processus cognitifs qui étaient plus utilisés ou plus mis en avant que certains autres. L'idée qu'il y a derrière également, c'est d'arriver à comprendre que ces processus cognitifs, donc ils dépendent de certaines capacités cognitives et que ces capacités cognitives, finalement, elles sont mesurables et elles sont quantifiables. Donc le profilage cognitif, c'est une batterie de tests, donc de tests cognitifs qui sont des tests normés, des tests validés scientifiquement. Qui permet finalement de mesurer les capacités cognitives pour certains processus cognitifs. L'idée étant d'arriver à avoir un petit peu, on parle aussi de carte d'identité cognitive, donc un radar avec les capacités cognitives sur les grands processus cognitifs essentiels qui sont requis en sport, et de proposer cela à l'entraîneur et de discuter avec lui, bien sûr, de quelle orientation ou comment utiliser ce profilage cognitif dans son entraînement. Et du coup, là, on bascule dans de la recherche interventionnelle et arriver à transformer ces données scientifiques sur la base de protocoles de recherche, ou de tests normés. Qu'est-ce qu'on en fait, comment on les digère et comment on les transfère sur le terrain et comment on utilise ces données en termes de capacité cognitive sur le terrain pour designer l'entraînement cognitivo-moteur sur le terrain. Okay. Et donc là, on passe vraiment, c'est pour ça qu'il y a tout ce chemin entre de la recherche fondamentale, comprendre le processus cognitif en lui-même, une phase d'acculturation de l'entraîneur, et c'est ça qui est, je pense, vraiment intéressant, enfin, tout du moins moi qui m'intéresse, parce que du coup j'ai cet échange avec l'entraîneur qui consiste à non pas lui restituer les résultats, mais essayer de lui fournir une prédigestion des résultats, un début d'explication du processus cognitif, ou des processus cognitifs, pour que lui, il arrive à formater son entraînement avec lui la connaissance de l'activité qu'il a, sa connaissance terrain, et arriver à co-construire ensemble des exercices d'entraînement cognitivo-moteur sur le terrain. Donc il y a vraiment ce chemin entre recherche fondamentale et recherche interventionnelle, recherche appliquée. Ça marche. Et justement, pour encore une fois, les hommes de terrain qui pourraient t'écouter, concrètement, tu parlais, je sais plus le terme que tu as utilisé, mais un peu un schéma un peu en étoile avec différents critères. Ouais. Moi, ça me fait penser, je suis issu du football, un peu à l'époque à PES, je sais pas si c'est des choses qui te parlent sur les jeux vidéo, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve nous aussi d'un point de vue développement athlétique, parce que ça permet effectivement d'être assez clair pour les entraîneurs. Toi, quelles sont justement les choses que tu mets en avant sur tes récapitulatifs après avoir fait des interventions avec les sportifs? Alors déjà, de façon globale, je pense que la première chose à arriver à comprendre, c'est la notion de charge informationnelle ou de charge de traitement cognitif ou de charge cognitive que l'athlète a en situation, ou que toi tu choisis de manipuler ou que tu choisis de travailler à l'entraînement. Et ensuite de voir si l'athlète, par rapport à cette charge informationnelle, est-ce qu'il a plutôt un profil impulsif parce qu'il a acquis un certain nombre d'automatismes de par son niveau d'expertise, et donc du coup il va capter rapidement l'information et sa prise de décision, elle va être assez automatisée, et du coup il va choisir la bonne décision et programmer sa réponse de façon assez rapide, par rapport à des profils qui sont un petit peu plus axés sur la précision et qui prennent plus de temps pour traiter l'information, pour faire son choix, pour éventuellement déterminer les informations qui sont pertinentes et les informations qui sont plus du domaine de distracteurs et qu'il faut laisser de côté. Et du coup, ces profils, ils sont un petit peu plus... c'est des profils où il va y avoir un temps de réaction plus lent. Donc, potentiellement, selon le sport qu'ils pratiquent, plus problématique, parce que ils vont se faire passer avant même d'avoir eu la possibilité d'attaquer l'adversaire. De façon vraiment très grossière, très macro, peut-être que la première grille de lecture qu'on peut fournir à l'entraîneur, c'est cette dichotomie entre un profil impulsif et un profil
prudent. C'est des mots empruntés à des profils de personnalité, mais alors que là, on parle mais qui sont finalement assez parlants. Et ensuite, on va rentrer plus dans les détails, à savoir si le sport en question que pratique l'athlète, il demande plus de flexibilité cognitive. Donc, par exemple, sur un sport co, un basketteur, il va en permanence alterner entre une situation d'attaque, une situation de défense, une situation de garder le ballon et donc de contrôler le ballon, ou la situation de faire des passes, donc du coup de prélever des informations sur ce qui se passe en vision périphérique. Et donc, du coup, toutes ces alternances entre des activités cognitives qui sont au final distinctes, c'est quelque chose qui s'entraîne. Donc, c'est ce qu'on appelle la flexibilité cognitive, la capacité à passer d'une tâche à une autre. Et c'est quelque chose qui, du coup, déjà se mesure et du coup peut s'entraîner. Mais là, on est en train de parler d'un exemple bien précis qui est l'activité basket. Alors que peut-être que dans un sport comme le sprint ou en athlétisme, ce qu'on va essayer d'entraîner, c'est beaucoup plus le temps de réaction. Donc, beaucoup plus simple en termes de quantité d'informations à traiter, jusqu'à des sports comme le VTT de descente, où il y a finalement énormément d'informations à traiter, mais où clairement là, on n'a pas le temps de tout traiter, donc il faut aller directement percevoir la bonne information et réagir de suite avec un niveau d'automatisme derrière qui est assez développé. Donc, en fonction de l'activité, en fonction du processus cognitif qui est essentiellement requis dans l'activité, on va essayer d'aller soit entraîner celui-ci, soit à l'inverse, le deuxième courant, c'est d'aller essayer de renforcer les points faibles des processus, des capacités cognitives qui ont été mesurées comme étant un petit peu plus déficitaires par rapport aux capacités cognitives plus marquées. Finalement, il y a une logique quand même qui est sensiblement identique à celle qu'on peut retrouver d'un point de vue très athlétique. Complètement. Après, c'est toujours la question, qu'est-ce qu'on renforce ? Point fort, point faible. Ouais. Et puis après, ça c'est en fonction de pas mal de paramètres. Depuis tout à l'heure, tu parles beaucoup de prise de décision, donc j'aimerais qu'on rentre directement sur cette partie-là. La prise de décision, parfois, en fonction du sport, elle va se faire sous pression, soit pas. Mais déjà, est-ce que c'est quelque chose de très réflexe ? Est-ce qu'il y a une part d'inné là-dedans ? Ou est-ce que c'est une compétence qui se travaille ? Et si ça se travaille, comment on peut potentiellement l'expliquer ? Alors, la prise de décision, elle est quand même majoritairement acquise par rapport à quelque chose qui pourrait être beaucoup plus inné. Moi, je tiens quand même à vraiment replacer le processus de prise de décision dans l'ensemble du processus de traitement de l'information. Donc, de façon très simplifiée, on prélève une information, un gardien de foot qui est dans une situation d'arrêt d'un penalty. D'abord, il va prélever de l'information sur la trajectoire de la balle, la force avec laquelle arrive la balle, à savoir si la trajectoire a un spin ou pas. Donc ça, c'est finalement l'entrée de l'information dans le système. Donc c'est la phase, on appelle ça une phase de perception. Donc qu'est-ce qui se passe autour de moi ? Et en fonction de ces informations qu'on a perçues, du coup, on va prendre la décision sur quoi faire. Et donc deuxième étape, c'est une étape de prise de décision. Et la troisième étape dans ce schéma très très grossier du traitement de l'information, ça va être l'étape de programmation motrice où on va du coup envoyer la commande musculaire au muscle pour déclencher le mouvement. Donc, si on revient maintenant à la prise de décision, alors elle est multifactorielle et elle est acquise dans le sens où effectivement c'est quelque chose qui s'entraîne, c'est quelque chose qui s'acquiert. Qui dit entraînement et qui dit acquisition veut dire qu'en fait à chaque fois qu'on s'entraîne ou qu'on se retrouve confronté à une situation où il y a une prise de décision, on va mémoriser la situation, on va mémoriser des schémas perceptifs, des schémas moteurs associés à l'information qu'on a perçue. Donc on va finalement renforcer des circuits neuronaux pour rester très schématique, mais qui fait qu'on va engrammer, on va apprendre des situations stimulus-réponse. Et qui fait que la fois d'après, déjà, on va être beaucoup plus rapide dans notre prise de décision parce qu'on va se retrouver dans une situation qu'on connaît déjà. Et on va, au fur et à mesure, affiner nos seuils de perception des informations et déclencher notre prise de décision plus rapidement. Et ensuite, la prise de décision, elle a un caractère acquis également dans le sens où, au fur et à mesure qu'on passe d'un novice à un expert ou qu'on évolue dans notre niveau d'expertise dans une situation sportive, et en fait, on élargit notre répertoire comportemental, donc on apprend de nouveaux gestes, si on prend l'exemple du judo, peut-être qu'au début, un enfant qui commence le judo, il a juste une ou deux prises de base, et puis au fur et à mesure qu'il va pratiquer, il va avoir beaucoup plus de prises à son actif. Donc cette prise de décision, elle est aussi
acquise dans le sens où elle va dépendre des réponses que je peux donner en fonction de la situation. Et au plus on s'est entraîné, au plus on aura de réponses possibles. Et elle est acquise également dans le sens où il y a un nouveau courant sur la prise de décision qui consiste à considérer que la prise de décision, elle n'est pas uniquement rationnelle. Donc en termes de, OK, je fais un état des lieux sur l'information que j'ai et sur ce que je connais et sur la prise de décision que je vais avoir. Mais il y a aussi quelque chose qui est beaucoup plus du niveau des marqueurs somatiques et des émotions qu'on a pu vivre dans des situations antérieures qui se réactivent finalement, c'est pour ça qu'on parle vraiment de marqueurs somatiques, qui se réactivent dans une situation et donc d'une part qui a clairement un effet sur tous nos marqueurs physiologiques, donc élévation de la fréquence cardiaque si c'est une situation où tu as eu peur précédemment, voilà. On peut imaginer que tous les sportifs qui se sont présentés au JO de Paris, le niveau de stress était assez élevé et que du coup tout ce qui était réaction émotionnelle à ce stress était également là. Donc ça peut impacter clairement la prise de décision, d'où l'intérêt de travailler en parallèle en préparation mentale pour arriver à gérer ses émotions et réguler ses émotions. Donc voilà, il a été montré aussi que la prise de décision, elle est clairement impactée par le niveau d'enjeu. Donc la pression, tu vois, ça peut être une pression temporelle, donc selon qu'il faut que je réponde rapidement, que je trouve ma réponse rapidement. Mais selon l'enjeu, il a été montré également que la prise de décision est plus ou moins impactée par l'enjeu de la compétition. C'est pour ça que je donnais l'exemple des JO de Paris. Et par contre, un versant qui est souvent oublié et sur lequel j'aime travailler actuellement, c'est le fait que cette prise de décision, elle peut être également largement développée en développant la créativité comportementale de l'athlète. Okay. Donc intuition, créativité, et ça, c'est des choses qui sont encore un petit peu méconnues, ou tout du moins sur lesquelles les entraîneurs sont encore un petit peu hésitants ou fébriles, et pour autant qui est hyper intéressant d'un point de vue... On reviendra sur cette partie-là, mais j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit sur l'acquisition une meilleure prise de décision. Je crois que dans un podcast, et je trouvais que c'était une image hyper parlante, tu avais parlé d'autoroute, comme quoi le fait de s'entraîner, peut-être que en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai compris. Peut-être qu'au début, on a un peu de petits sentiers pas trop définis, et en fait, à force de le faire, on est sur quelque chose de très facile parce que justement, on a ouvert la voie pour avoir quelque chose un peu plus d'autoroute. Donc, je trouvais que c'était une image assez parlante. Complètement. Et pour continuer sur cette histoire de prise de décision, tout à l'heure, tu as parlé des différents profils, notamment le profil qui est plutôt prudent et un qui est plus, rappelle-moi le terme, impulsif. Est-ce que justement, on peut dire qu'il y a cette impulsivité fait que les sportifs décident trop vite, mais tellement vite que ça les rend pas forcément efficients? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une bonne vitesse de décision en fonction d'un sport en particulier? Waouh! Parce que j'étaye ma question, c'est-à-dire que je me dis que quelqu'un qui est plus prudent, c'est aussi, comme tu le disais, quelqu'un qui va se faire passer devant, mais s'il est trop impulsif, en fait, c'est quelqu'un qui va faire un peu n'importe quoi et qui va justement pas prendre la bonne décision. Donc, est-ce qu'il y a un curseur par rapport à ça? Alors, je vais pas répondre directement à la question. Déjà parce que je crois que j'ai pas une réponse claire, mais la première chose que je voulais répondre, c'est que je pense que en parallèle à la notion d'impulsivité, il faut mettre la notion d'automatisme. Oui. Et finalement, je sais pas à quel moment on peut distinguer l'impulsivité de l'automatisme. Ouais. Et à quel moment on peut considérer qu'à partir du moment où il y a des automatismes qui ont été créés, ça autorise l'athlète à répondre de façon impulsive, mais qui est une impulsivité finalement à laquelle on peut mettre des guillemets parce que derrière il y a quand même c'est une impulsivité basée sur quelque chose qui a été automatisé. D'accord. Ensuite, quand on parle tu me dis est-ce qu'il y a une bonne vitesse de prise de décision, en fait, moi, je ne le sais pas. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi considérer est-ce que l'entraîneur attend une réponse particulière dans une situation particulière avec une vitesse particulière et du coup attend finalement que l'athlète reproduise un modèle qui, lui, est pour lui idéal.
D'accord. et qui finalement contraint. Donc c'est une posture et c'est tout finalement un jeu qui se joue à l'entraînement, mais cette notion d'attente de l'entraîneur, ben finalement, ça contraint la réponse de l'athlète et ça contraint surtout l'opportunité de créativité que tu laisses à ton athlète. C'est peut-être un peu complexe, mais tout ça pour dire que, en fait, la relation entraîneur et athlète, elle est pas à sens unique. Si l'entraîneur met en place un certain exercice parce qu'il attend une réponse particulière, en fait, l'athlète va rentrer dans un mood ou un état d'esprit où il va falloir qu'il réponde à cette attente-là. Et quelque part, lui, il va se conditionner, il va un petit peu verrouiller certains niveaux de créativité qu'il aurait pu démontrer, même si l'attente est implicite. Quand on parle d'automatisme, j'essaye toujours de regarder l'automatisme, c'est un cube ou un dé, et ça dépend toujours de quel côté on regarde le dé, de quelle face on regarde le dé. Est-ce que c'est de la face de l'entraîneur, est-ce que c'est à partir du point de vue de l'athlète? En fonction des sports. Après, il y a certains sports où, bien sûr, il y a des automatismes qui sont évidents, mais si je prends l'exemple du saut à la perche, il y a X façons de sauter, X façons de passer une barre à 6 mètres. Et je suis sûre que Duplantis a un schéma moteur totalement différent que Lavillenie. Et pour autant, ils sont tous les deux capables de passer une barre à 6 mètres. Oui. Mais en fait, effectivement, ce que tu racontes là, il y a donc les attentes de l'entraîneur, notamment quand il va mettre en place une situation, mais il y a aussi derrière tout ce qui va être consigne, tout ce qui va être feedback, dont on reparlera par la suite. J'aimerais qu'on avance sur tout ce qui est entraînement perceptivo-cognitif ou cognitivo-moteur. Cognitivo-moteur, finalement, c'est des synonymes. Ouais, perceptivo-moteur, ça contraint qu'à la phase perceptive et du coup, ça laisse de côté tout ce qui est processus attentionnel, prise de décision. Cognitivo-moteur, ça prend l'ensemble des processus. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que c'est et potentiellement peut-être une situation, des exercices que tu aurais pu voir ou constater dans certaines disciplines? Alors, l'entraînement cognitivo-moteur, en fait, c'est s'entraîner à avoir une charge cognitive ou un traitement de l'information en amont de la production du geste. Ça permet de développer ou d'entraîner les processus cognitifs en parallèle à la production du geste, qui fait que la plupart du temps, il y a toujours un traitement de l'information dans n'importe quelle situation sportive, puisque du coup, on laisse de côté tout ce qui est activité réflexe. Donc, dans toute situation sportive, il y a du traitement de l'information. Et ce traitement de l'information, clairement, on a une bande passante qui est limitée. Donc, on ne peut pas traiter toutes les informations en même temps, donc il va falloir sélectionner les informations pertinentes. Et au plus on arrive à processer ces informations, donc à traiter ces informations rapidement, au plus rapidement on arrivera à produire le geste. Et ça, c'est quelque chose qui s'entraîne, et c'est quelque chose qui s'entraîne en termes de capacité de shifter, basculer d'une information à l'autre, capacité à maintenir notre niveau attentionnel au max, parce que forcément, au plus on est attentif et concentré sur la tâche, meilleur sera notre traitement de l'information. Donc, c'est aussi quelque chose qui s'entraîne. Quand on dit qu'il faut que l'athlète soit focus, ça veut dire qu'il n'y a aucun distracteur, il n'y a aucune ressource attentionnelle qui est dissipée à traiter des informations qui n'ont pas lieu d'être. Tout ça, c'est des choses qui s'entraînent et c'est des choses qui permettent aussi, du coup, de mémoriser certains, dont tu parlais tout à l'heure, de circuits neuronaux ou d'autoroutes. Et au fur et à mesure qu'on entraîne, on crée ces autoroutes, on crée ces automatismes, on crée ces liens stimulus-réponse. Et finalement, on permet à l'athlète, dans une situation de compétition, d'avoir un maximum de schémas cognitifs qui ont été créés et du coup qui lui permettent de répondre à l'imprévu, puisque ma définition de la performance, c'est répondre à l'imprévu. Si à l'entraînement, on n'a travaillé que le côté moteur et qu'on n'a pas travaillé différentes réponses à des incertitudes de comment va arriver le ballon, d'où il va arriver, est-ce qu'il va avoir une certaine hauteur à laquelle j'ai jamais été confrontée à l'entraînement. Donc, si on n'a pas rendu notre athlète hyper flexible, hyper plastique sur cette capacité à être confronté à l'imprévu, finalement, on n'a pas entraîné ce système de traitement de l'information dans différentes situations incertaines. Et du coup, on a complètement laissé de côté un pan de la performance motrice qui est purement une performance cognitivo-motrice et non pas que motrice. On s'est un petit peu détaché quand même depuis une vingtaine d'années du modèle
la performance sportive qui considérait avoir un geste parfait, être dans la technicité. Mais maintenant, on a clairement compris qu'il y a tout le processus de couplage perception-action. Et donc, du coup, pour avoir une performance, il faut entraîner tous les niveaux de la cognition jusqu'à la sortie motrice. Et c'est là où j'aimerais un petit peu te challenger parce que pour moi, c'est encore pas très clair, notamment dans les sports où il y a beaucoup d'incertitudes. Tu parlais des sports collectifs, basket, foot, rugby. Par définition, le chaos règne dans ces sports-là, notamment quand c'est pas isolé et que c'est dans le jeu. Du coup, pour moi, il y a déjà une création de variabilité qui est conséquente et où l'incertitude règne par définition. C'est pas le coach qui téléguide le ballon. Du coup, entre guillemets, à quoi ça servirait de faire quelque chose à ce niveau-là, vu que le jeu répond déjà à cela, en tout cas de mon point de vue actuel. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut proposer pour aller davantage sur cette incertitude et ce chaos? La question, elle n'est pas évidente. Donc, je vais essayer de répondre par étapes. Je pense, dans un premier temps, qu'il faut arriver à dissocier l'incertitude inhérente à la pratique, inhérente au sport. Donc, quand tu dis le foot ou le basket, sport co, effectivement, il y a de l'incertitude. Mais comme il y a de l'incertitude en ski, chaque piste est différente, chaque tracé est différente. La météo entre le haut de la piste et le bas de la piste peut aussi changer. Donc, il y a de l'incertitude inhérente à l'activité en elle-même. Et il y a l'incertitude que toi, tu vas pouvoir mettre en place en entraînement, qui est en fait manipuler toutes les contraintes ou toutes tes situations d'entraînement pour mettre l'athlète dans des situations où il y a de l'incertitude en permanence, mais qui n'est pas la même incertitude que celle dans laquelle il va se retrouver en situation de match ou en situation de compétition. C'est sur cette notion d'incertitude à l'entraînement qui peut être intéressant de travailler pour, encore une fois, sortir d'un schéma attendu ou de prérequis ou d'un modèle qu'on cherche à transmettre à l'athlète, mais pour lui permettre de se retrouver dans des situations incertaine où il va aller, lui, chercher des solutions motrices qui lui permettent, à l'instant T, avec les moyens qu'il a, de répondre à l'incertitude que toi, tu lui as proposée et qui, potentiellement, lui permettra donc de développer sa créativité comportementale et de la réutiliser en situation de performance, ou en situation de compétition. Pourquoi ? Parce que la compétition sportive, c'est de l'imprévu à tous les niveaux. Donc, cette incertitude, je crois que je l'ai défini à plusieurs reprises sur les autres podcasts, mais du coup, il y a 3 types d'incertitudes que sont l'événementiel. Alors, du coup, incertitude événementielle, donc c'est de l'incertitude sur quel événement va arriver. Donc, en basket, est-ce que mon adversaire, il va choisir de partir tout seul ou est-ce qu'il va me faire la passe? Donc moi, je suis dans l'incertitude de quel type de passe il va me faire. Incertitude temporelle, c'est à quel moment va survenir le stimulus auquel il faut que je réponde. Donc départ sur un plot de natation, sur un plot, un départ 100 mètres nage libre, à quel moment va retentir le starter? Donc ça, c'est de l'incertitude temporelle. Ou en boxe, à quel moment va attaquer, va placer son attaque l'adversaire, ou en vélo, à quel moment Pogačar va lancer son attaque et va partir à l'échappée. Donc ça, c'est l'incertitude sur le moment auquel va se déclencher l'action. Et l'incertitude spatiale, c'est où va se produire l'action ou où va survenir l'information que moi, il faut que je prélève. Donc, on prenait l'exemple d'un tir en pénalty tout à l'heure, ou sur l'envergure de mes cages, je suis gardien, où va tirer l'adversaire. Mais du coup, pour un coach, il faut qu'il ait une certaine certitude. Il faut que l'incertitude soit pour le sportif, les sportifs, mais il faut quand même créer une certaine certitude. Moi, comme je le comprends, c'est que par exemple, tu peux normer les choses en disant avec des lumières réactionnelles, en disant, il y a un passeur et un réceptionneur, et dire, il fait la passe uniquement quand il y a la fit light qui est de telle couleur. Ouais. Ou éventuellement, pareil sur un départ ou que sais-je. Éventuellement, même, je pensais à ce type d'outil, alors je sais plus le nom exact, mais des reactive balls que tu pourrais. Et là, c'est sûr que ça crée de l'incertitude par définition. Mais sinon, par exemple, sur le tir au penalty, il y a énormément d'incertitudes pour le gardien, mais il y a une grosse certitude, logiquement, sur le tireur. Est-ce qu'on pourrait dire, on est sur un tir au penalty et
le coach pourrait éventuellement même donner des indications pour l'équipe, enfin pour les tireurs, mais pas pour le gardien. Il normalise davantage son entraînement. Mais là, tu rentres plus dans un entraînement ouvert, qui tend à la flexibilité et à la réponse à l'imprévu. Dans ces cas-là, pour moi, on rentre dans un entraînement très prescriptif. Ouais. Et du coup, une consigne qui est hyper descendante vers le tireur. Et finalement, tu coupes un peu sa créativité, tu coupes un petit peu son intelligence de jeu. Je vois. Du coup, cette notion de certitude, incertitude de la part de l'entraîneur, elle est hyper intéressante. Je pense que là, on bascule plus dans un débat philosophique, mais qui est hyper intéressant et qui est un débat que j'ai très souvent avec les entraîneurs dans le sport de haut niveau. Moi, j'ai tendance à chaque fois à leur demander votre exercice, ok, il est super, mais finalement, quelle est la certitude que vous avez? Et sachant que pour moi, j'aurais tendance à leur conseiller que la seule certitude qu'ils peuvent avoir, c'est la certitude de savoir qu'est-ce qu'ils veulent développer à travers l'exercice qu'ils mettent en place. Et jamais la certitude de qu'est-ce qu'ils veulent voir en sortie. Parce que, encore une fois, c'est une approche assez descendante et avec le biais d'attente. Donc, remonter d'un niveau et connaître effectivement l'incertitude liée à l'activité, connaître un maximum de facteurs de perf de l'activité. Et à ce moment-là, avoir la certitude de à quoi sert l'exercice que je leur propose. Et une fois que j'ai clairement identifié ce à quoi sert l'exercice, après je les laisse faire. Donc finalement, la seule chose dont je suis certaine et que ce à quoi je réfléchis, c'est les conditions ou les contraintes que je mets en place dans l'exercice. Mais après, je laisse faire l'athlète parce que c'est à l'athlète de s'auto-organiser, c'est à l'athlète de répondre à sa façon avec, encore une fois, ses dispositions bioméca et cognitives à la situation que moi je vais proposer. Donc je travaille sur les contraintes et donc c'est l'approche par contrainte et en mettant de la variété tout le temps. Donc c'est pour ça que souvent on travaille ensemble avec l'approche par contrainte et l'apprentissage différentiel. Voilà. Mais là c'est une réflexion du coup sur la posture de l'entraîneur et sur la réflexion sur la mise en place de l'exercice très en amont de la part de l'entraîneur. D'accord. Et c'est là où c'est vachement challengeant pour moi par rapport à ma vision actuelle et mes acquis, ou en tout cas ce en quoi je crois à l'heure actuelle, c'est que notamment dans mon métier, donc dans le développement athlétique ou la réathlétisation, c'est vrai que je m'attends à certaines choses. L'entraînement physique, il est quand même relativement normé. Je pense qu'il y a une part de créativité à mettre là-dedans, mais je pense aussi qu'il y a une balance et un jeu à mettre en place en fonction de ce à quoi tu t'attends et dans la périodisation de ton entraînement. Typiquement, tout à l'heure, j'étais en séance avec un footballeur où je lui ai fait des gammes. Si je le laisse faire des gammes athlétiques, comme d'ailleurs c'est fait classiquement dans les très jeunes, montée de genoux, talons-fesses, on voit très bien que comparativement à ceux qui font de l'athlétisme, ça n'a rien à voir. Et à mon sens, si tu le laisses faire ses gammes athlétiques toute sa vie comme il l'entend, il fait des gammes athlétiques qui n'ont aucun sens et qui n'ont pas de transférabilité d'un point de vue biomécanique. Donc c'est là où justement je réfléchis pas mal sur à quel point il faut donner des consignes, quelles consignes, pourquoi, comment gérer tout ça. Et on va y venir. Alors effectivement, les feedbacks, on pourra y revenir. Ouais. En fait, je pense qu'il y a une notion qu'on n'a pas abordée, mais l'idée aussi, c'est que quand on s'inscrit dans un entraînement assez structuré avec des attentes de l'entraîneur, c'est savoir si l'entraîneur il a clairement établi des variables de performance. Donc là, tu parlais de gamme. Toi, à le regarder, effectivement, tu te rends compte que ces gammes sont pas faites parfaitement. Mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'une gamme parfaite? Et est-ce que toi, tu as des variables observables ou mesurables, encore mieux, qu'on va appeler variables de perf, qui te permettent de déterminer, OK, là, il a fait ce que j'attendais, là, il n'a pas fait ce que j'attendais. Et du coup, dans certaines situations, il y en a des variables de perf, et je conçois que dans certaines situations, l'entraîneur a clairement un niveau de variable, qu'il a identifié les variables de perf et qu'il a cette intention que l'athlète atteigne
ce niveau de perf sur ces variables-là. Mais dans certaines situations, il faut aussi accepter qu'il n'y a pas de variable de perf et que la variable de perf, elle est propre à l'athlète, elle est propre à la situation. Peut-être qu'elle ne sera pas la même dans la essai 1, enfin répète 1 et répète 2. Et pour autant, il y a quelque chose qui s'est passé entre-temps. Et pour autant, il y a une adaptation qui s'est mise en place de la part de l'athlète, qui est peut-être pas palpable de l'œil de l'entraîneur et qui est encore moins mesurable. Mais pour autant, il y a du travail qui s'est fait. Et il y a une capacité d'adaptation et de flexibilité qui s'est développée chez l'athlète. Ouais. J'ai ces échanges avec les entraîneurs sur arriver à leur permettre de s'autoriser à accepter que certaines choses ne sont pas observables, ne sont pas quantifiables et pour autant, il se passe quand même quelque chose. Par contre, eux, ce à quoi ils sont sûrs, c'est que toutes les conditions de l'exercice qu'ils ont mis en place ont quand même été réfléchies pour tendre vers le développement d'une compétence cognitivo-motrice en particulier. Ouais, non, mais c'est vrai que dans ce que tu évoques, moi, ça me fait penser, je sais pas, à quelqu'un qui va faire c'est un certain lift, un exercice type un squat, un développé couché. Effectivement, tout n'est pas toujours parfait. Avec certains, je pense à des forceux en force athlétique qui vont faire des squats qu'on pourrait juger complètement en dehors de la norme, et c'est comme ça qu'ils sont performants. Et c'est là où effectivement, c'est quelque chose ouais, qui nous fait énormément réfléchir. Tu veux un exemple concret ? Par exemple, ouais. Je travaille pas mal avec des pilotes de DH, donc de descente, VTT de descente. Et en fait, on avait cette discussion. Donc, le but de la VTT de descente, c'est de descendre le plus vite possible, donc partir d'en haut et d'arriver le plus vite possible en bas, avec bien sûr certaines difficultés, certains virages, certains obstacles, certains niveaux de pente. Et le but, c'est d'avoir toujours une vitesse max. Pour avoir discuté avec les entraîneurs, je me suis rendu compte qu'à aucun moment, ils plaçaient les athlètes dans des situations où il n'y avait aucun obstacle, aucune difficulté, mais juste pour aller faire ressentir à l'athlète ce qui est vraiment sa vitesse max. Okay. Donc, petit exercice que j'ai proposé. Alors, je ne sais pas si ça a été mis en place, mais simplement se mettre en haut d'une piste de ski. Alors, ils s'entraînent toujours en station, donc se mettre en haut d'une piste de ski et prendre un max de vitesse. Toutes les précautions nécessaires, bien sûr, mais simplement déjà pour permettre à l'athlète d'aller visiter, corporellement parlant, comportementalement parlant, biomécaniquement parlant, mais aussi au niveau cognitif, au niveau parallaxe, enfin au niveau défilement du paysage en parallaxe, d'aller ressentir qu'est-ce que c'est que sa vitesse max et quelles sont les adaptations que lui peut avoir sur son vélo à vitesse max. Okay. Et ça, le réaliser plusieurs fois. Donc évidemment, il n'y a rien qui est observable pour l'entraîneur, hormis le confronter à quelque chose qui, clairement, il ne rencontrera jamais en course, en compétition. Mais par contre, à un moment, il est allé toucher un peu les bords du cadre, voire même sortir du cadre, parce que ce cadre-là, en compétition, en compétition, il reste forcément dans le cadre. Et laisser faire, et le répéter, et de temps en temps, le restimuler, ou le reconfronter à cette situation de vitesse max, et laisser faire. Et il y a des adaptations qui se font, il y a il y a certaines choses qui se développent, il y a certaines choses qui se mettent en place, qui sont implicites chez l'athlète, et c'est de l'apprentissage implicite, et qui sont hyper intéressants. Donc là, je prends l'exemple de la DH, je le propose également en ski, et à aucun moment ils me disent non mais du kilomètre lancé on n'en fait pas en ski, parce que de toute façon nous, l'activité nous contraint forcément à déclencher des virages à certaines distances de la porte. Je dis ouais, sauf qu'à certains moments en fait ils se retrouvent à atteindre leur vitesse max, et sauf que ça ils l'ont jamais visité hors contrainte. Okay. Donc ce qui est l'approche par contrainte, des fois, peut devenir l'approche sans contrainte. Oui. Mais où il y a derrière une philosophie de l'approche par contrainte pour essayer de développer quelque chose qui est totalement implicite, mais qui est répondre à peut-être l'imprévu d'atteindre Okay. ou de flirter avec ces vitesses-là en course. Le parallèle que je peux faire, moi, par rapport à ça, c'est, moi, dans mon langage, ça serait augmenter la marge de sécurité. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, dans l'aspect athlétique, on va travailler à des niveaux de force potentiellement hyper isolés, mais qui sont au-delà de ce qui peut être retrouvé dans l'activité, ou éventuellement, tu parlais de vitesse max, potentiellement même faire de la survitesse avec du sprint en descente ou avec élastique qui nous propulse,
pour exposer notre corps. Et donc là, en fait, au lieu d'exposer les tissus, on vient exposer l'aspect cognitif, biomécanique. Complètement. Ok. Et ce que je dis, ou quand on fait une répète max, les réponses neuromotrices qui se mettent en place, Et puis d'un point de vue et là, prévention tu de vas blessure, ça a du recruter sens aussi. Ouais. complètement. Ok. Tu vas recruter des unités motrices que tu recrutes pas au quotidien, quoi. Donc, Absolument. Justement, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, à quel moment on peut se dire que l'exercice cognitif qu'on va proposer, il est pertinent, ou à l'inverse, finalement, qu'on est en train de faire du cirque qui est complètement inutilisable sur le terrain, parce que tout simplement, on a vu des choses sur les réseaux, sur Internet, qu'on a entendu Laure Fernandez nous parler de certaines choses, et on expérimente, mais en fait, on expérimente tellement que ça en devient quelque chose qui n'a plus aucun sens. la première chose, c'est quand même d'être vraiment très honnête et très humble sur le fait que n'existe pas encore des répertoires d'exercices cognitivo-moteurs standardisés, normés, comme ça peut exister en prep physique. Et au-delà même d'avoir été normé, qui parle à tout le monde. Je pense qu'actuellement, dans le monde du sport, un squat, ça parle à tout le monde. Bon, un protocole de double tâche où on met en place une situation où il y a une tâche attentionnelle et une tâche motrice, ça parle à personne, en fait. Donc, il y a déjà cette première humilité à avoir sur le fait que tout est à créer. Et ce qui sort actuellement, c'est des grands concepts. Alors la double tâche, c'est un grand concept, la prise de décision, c'est un grand concept, l'attention, c'est un grand concept, mais ça reste des grands concepts. Derrière, quand on commence à dépoussiérer un petit peu le grand concept, c'est quand même assez complexe. Et ensuite, je pense que ça va de pair avec la première notion, mais la deuxième chose à prendre en compte, c'est avant de se lancer et pour éviter d'arriver à du cirque, pour reprendre tes mots, s'assurer quand même qu'on a un minimum de connaissances sur ce que sont ces processus cognitifs, un minimum de connaissances sur qu'est-ce qui fait que j'ai atteint un niveau de charge cognitive trop importante et l'athlète, en fait, je flirte avec le risque de blessure parce qu'en fait, il n'a plus les ressources cognitives pour répondre aux tâches que je lui propose et la crainte, c'est la blessure au niveau du coup physique, physio ou bioméca, sans parler de surentraînement ou quoi, mais vraiment de blessures aiguës. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il faut comprendre ces processus cognitifs. Ça veut dire qu'il faut également avoir quelques exercices étalons qui nous permettent de savoir quelle est la quantité d'informations que je peux lui présenter, enfin, jusqu'où je peux pousser le curseur de surcharge informationnelle, donc de lui en balancer et lui demander de faire plusieurs choses en même temps. Donc avoir un petit peu des exercices étalons en disant là c'est facile pour lui, là c'est trop difficile pour lui. Connaître également la charge, la contrainte physique que je lui demande en parallèle à la contrainte cognitive en fonction du geste que je lui demande de réaliser. Un footballeur expert, tu peux lui faire un dribble, une conduite de balle, les yeux fermés, ça ira. Si tu le fais faire à un enfant qui apprend le foot, potentiellement risque d'entorse ou de perte de ballon. Donc voilà. Donc ensuite, il y a bien sûr le rapport à l'échec que tu mets en place, mais du coup, essayer quand même, quand on propose quelque chose, de savoir quel processus cognitif on a l'intention de solliciter, de travailler, et quel est l'exercice étalon et quel est le niveau où là, clairement, ça ne sert plus à rien. Et la notion de progressivité là-dedans, Et la notion de progressivité, bien sûr. Donc, c'est pour ça que je parlais d'exercice étalon, mais il y a aussi toute cette progressivité en termes de complexité. Continuum, et du coup, qui consiste en fait à avoir plusieurs niveaux de complexification de ton exercice. Et la particularité de l'entraînement cognitivo-moteur, c'est que ton exercice, tu peux le complexifier au niveau cognitif et ou au niveau moteur. Et sachant que en permanence, les deux s'imbriquent, les deux discutent ensemble et que c'est un peu les vases communicants. Et toujours quand même dans la réflexion de quelle est mon intention derrière la proposition de cet exercice cognitivo-moteur.
Et c'est pour ça C'est que... faire du cognitif, pour aller éteindre des lumières qui s'allument et que c'est joli, Voilà, ça clignote. exactement. Voilà. C'est pour ça que moi, en fait, c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui, je regarde ça de loin et que je m'y aventure pas, parce que je me dis à quel point, en fait, je vais proposer quelque chose qui soit vraiment pertinent et adapté dans un but de progression à mon athlète. Si je suis trop en deçà, je perds mon temps et je lui fais perdre son temps. Si je suis trop au-dessus, pareil, voire même potentiellement, je serais éventuellement délétère. Donc, je m'y aventure pas par rapport à ça. Et surtout que, à mon sens, même d'un point de vue athlétique, même si c'est davantage normé, aujourd'hui, on voit qu'il y a des personnes qui n'ont pas ces compétences-là et qui vont, pareil, complexifier les choses au maximum et donc commencer par le haut de la pyramide au lieu de vraiment avoir des fondations qui soient vraiment solides. Typiquement, d'un point de vue, je sais que je tire pas mal sur tout ce qui va être Bosu, etc., et qu'on en a déjà parlé avec Adrien. En fait, je pense aussi que ça peut être un outil qui soit intéressant, mais quand on sait pourquoi on l'utilise, et éventuellement avec déjà un niveau d'acquisition moteur qui est tellement avancé, c'est pas juste pour amuser la galerie. Ouais, tout à fait. Et effectivement, le parallèle pour moi par rapport à ce qui est évoqué, c'est justement, on va mettre des fit light, à arrêter les fit light, etc. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait, encore une fois, de mon point de vue, ne serait-ce que de l'animation, on a amusé la galerie, mais est-ce que le sportif, il vient nous voir pour ça, avec le temps qu'ils ont à disposition, à un moment donné, ils auraient peut-être d'autres choses à faire, quoi. Complètement. Complètement. Et c'est pour ça que j'adore discuter avec des entraîneurs parce que vous avez ce côté terrain ou côté rééducation, réadaptation, en ayant clairement la connaissance du fonctionnement du système neuromoteur, sensorimoteur et de là où vous voulez aller. Et la possibilité de tester différentes choses et qui fait que quand on vous explique, quand vous vous intéressez au fonctionnement cognitif, cette richesse et cette expérience que vous avez, vous, avec la possibilité de traduire tout ça, que moi, j'ai pas, parce que finalement, sorti de mon labo, je peux être capable de les expliquer, bien sûr, mais ensuite, le transfert sur le terrain et la traduction de tout ce que moi, je peux expliquer d'un point de vue un peu plus fondamental en exercice de rééducation, ça devient hyper riche. Et je pense que la richesse, elle est là. Moi, toute seule, j'ai rien à apporter. Un clinicien ou un entraîneur tout seul, il a peut-être pas la connaissance que moi j'ai à lui apporter, mais par contre, les deux mis ensemble, je pense que ça fait vraiment quelque chose d'hyper intéressant et d'hyper pertinent parce que chaque exercice proposé va être fait avec une intention beaucoup plus pointue, beaucoup plus aiguë derrière, avec la connaissance du processus qui aura été mis en place pendant l'exercice. Donc moi j'adore, et pour revenir à ce que tu disais en prépa physique, il y en a qui peuvent, malgré le fait qu'ils sont formés, ils peuvent encore avoir certains exercices pas hyper pertinents, pas adaptés. Merci. On voit bien, de toute façon, il y a des formations en prépa physique, il faut 1 an, 2 ans pour se former en prépa physique. Et moi, c'est peut-être un peu ce que je critique au champ émergent de l'entraînement cognitivo-moteur, c'est que comme il faut se former en prépa physique en 1 an, 2 ans, en fait, il faut se former Alors, ça n'existe pas, la formation prépa cognitive, voilà. Donc, actuellement, est-ce que c'est les prépas mentaux qui s'en emparent? Est-ce que c'est l'entraîneur qui rajoute une formation spécifique à l'entraînement cognitif? Est-ce que c'est vous, les kinés qui vous en emparez aussi? Est-ce que c'est un module supplémentaire au module de prépa physique? Bon, tout est à créer, je pense. Mais par contre, la seule chose, c'est que clairement, quelque part, il faut se former et il faut avoir des bases de neurosciences pour arriver à comprendre les processus, parce que sinon, en fait, on fait du cirque. Ouais. Ça, je suis assez tranchante là-dessus. J'aimerais justement depuis tout à l'heure, tu parles pas mal d'approche par contrainte, on a parlé de variabilité, tout ça. Et quand on veut acquérir un geste, en tout cas, moi, des connaissances que j'ai, on dit qu'il faut une certaine répétition.
Et donc, encore une fois, on parle des gammes en athlétisme. Un footballeur, il va répéter ses gammes en faisant du contrôle-passe, 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 à tirer l'arigot. À quel point, justement, répéter une tâche et des répétitions, c'est bon? Quel est le bon dosage, en fait, entre répéter et inclure cette variabilité dont tu parles depuis le début? Ok. Alors, c'est une question hyper intéressante, mais hyper complexe dans la réponse, Ouais. parce qu'encore une fois, tout dépend de l'intention que tu as. Et en fait, l'apprentissage par répétition versus l'apprentissage par variabilité, il a été montré qu'elle a différentes conséquences sur le processus d'apprentissage derrière. Donc, si c'est un enfant novice qui apprend à faire du vélo, par exemple, en fait, il va falloir répéter, effectivement. Et à court terme, en fait, l'apprentissage par répétition a de très bons résultats à court terme. Donc, ça veut dire que effectivement, on apprend ce geste et on apprend un modèle de geste. Donc, on apprend une gestuelle et on a des résultats à très court terme. L'apprentissage variabilité, effectivement, on n'a pas de bons résultats à court terme, mais par contre, on a des très bons résultats à plus long terme en termes de transférabilité. Donc, si c'est une aptitude technique que tu apprends en situation de variabilité, et ben, du coup, l'athlète va être plus capable de le transférer dans d'autres situations que la situation dans laquelle tu l'as fait apprendre. D'accord. Donc, l'apprentissage par variabilité, ça a des bénéfices sur l'apprentissage à long terme, sur la transférabilité, et ça a un avantage sur la capacité d'adaptabilité motrice dans différentes situations. Donc, du coup, moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de la répétition. Je ne dis pas qu'il faut faire que de l'apprentissage par contrainte et en variabilité. Je dis que tout dépend de l'intention qu'on a. Derrière, en fait, il y a quand même maintenant pas mal d'études et il y a tout un champ de recherche sur cet apprentissage différentiel qui consiste à ne jamais placer l'athlète dans la même situation, donc mener de la différence en permanence dans chaque exercice qu'on lui propose pour le faire apprendre dans la variabilité. Et tout ce champ de recherche a quand même montré que l'être humain n'est pas capable de faire 2 fois la même chose. On prenait l'exemple du saut à la perche tout à l'heure. Si tu places une barre à 5,50 m, qui est assez facile pour un Duplantis, et tu le fais faire 10 répétitions, et ben, il y aura une variabilité inhérente aux 10 répétitions, parce que l'être humain est par définition variable et ne réalise jamais 2 fois la même chose. Et là, on revient maintenant à ce qu'on disait tout à l'heure sur les variables de performance. Le truc, c'est que qu'est-ce que toi, tu veux observer et à quel niveau, finalement, tu vas observer de la variabilité, à quel niveau tu vas observer de la stabilité et à quel niveau tu vas observer de la répétabilité. Donc, on rentre dans des termes un petit peu plus techniques, mais en gros, la stabilité, c'est pas la même chose que la répétabilité et qui est pas encore, et la variabilité, c'est opposé à ces deux concepts qui sont eux-mêmes pas la même chose. Donc, clairement, si l'objectif de ta séance d'entraînement, c'est, je sais pas moi, faire du renfort musculaire, oui, il va falloir que tu sollicites ton muscle toujours dans les mêmes angles, avec les mêmes amplitudes et avec un certain niveau de charge, parce que tu as cette optique de développer un certain niveau de force musculaire. Je parle de quelque chose qui n'est pas du tout de mon champ. Oui, mais c'est compréhensible. Si le but de ton exercice ou de tes ateliers que tu mets en place le matin, c'est de rendre l'athlète plus adaptable à l'imprévu, qui est ce qu'il va rencontrer en compétition, là, à ce moment-là, tu vas proposer des choses où ça change tout le temps. Et pour travailler un petit peu avec le ski, ils peuvent avoir des passages où ils passent sur la piste X fois et avec un minimum de consignes et où en fait ils font de la répétition. Et puis ils peuvent avoir la même chose l'après-midi avec un atelier où ils vont un coup passer sans bâton, un coup ils vont passer avec des skis de slalom alors que c'est du géant ou inversement. Un coup on va les lester en leur mettant un gilet lesté pour qu'il y ait de la répartition. Et voilà, et l'intention est pas du tout la même. Et là c'est de l'apprentissage différentiel, mais tout en ayant derrière, encore une fois, la réflexion de quelle est l'intention et quel est l'objectif final de ma session d'entraînement.
Et c'est ça qui me questionne dans ta réponse, et tu as donné le terme que je voulais évoquer, c'est l'intention. En fait, effectivement, je comprends l'effet de variabilité qu'il peut y avoir dans un saut à la perche et dans n'importe quelle situation aussi normée même qu'un squat sur un 2 fois 8 répétitions, sur tes 16 répétitions, il n'y en aura aucune véritablement, il y aura toujours une variabilité, même potentiellement, qui ne sera pas visible à l'œil nu. Mais pour autant, l'intention sera toujours la même. Et dans le saut à la perche, si tu n'as pas créé de contraintes dans ta consigne ou éventuellement dans les outils que tu as pu utiliser, par définition, l'intention sera toujours la même par le sportif. Ouais. Ouais. Mais tu peux créer de la variabilité dans les consignes. Ouais. Il n'y a pas que l'aménagement. Ok. En fait, l'approche par contrainte, elle est basée sur un postulat très simple, hein. L'idée, c'est de contraindre le mouvement, donc de manipuler certaines contraintes. Et ces contraintes, elles sont, c'est le fameux triangle de contraintes, donc Ouais. on peut les manipuler à 3 niveaux. Au niveau de l'environnement, au niveau du sujet, au niveau de la tâche. D'accord. Qui est que, si on reprend l'exemple de la perche, si tu fais sauter du plantis avec 3 perches différentes, avec des raideurs différentes, avec des longueurs différentes, en fait, tu as manipulé la tâche. Si tu le fais sauter en intérieur et que derrière tu passes en extérieur et qu'il y a du vent à 40 km/h, tu as manipulé l'environnement. Tu peux manipuler aussi, je sais pas, en intérieur, tu peux réduire la luminosité et tu peux sortir et tu peux le faire sauter en éclairage, journée de grand soleil, qui sont aussi une manipulation de l'environnement qui va le contraindre à s'adapter à ces contraintes environnementales et qui est en plus potentiellement quelque chose qui peut être amené à rencontrer en compétition. JO de Paris, ils ont commencé le concours à 17h ou 18h, ils ont peut-être fini à 22h. L'éclairage et le niveau de luminosité n'étaient plus du tout le même. Bien sûr. Donc ça, c'est le niveau de contrainte au niveau environnemental. Et enfin, dernier niveau, c'est sur l'athlète. Donc tu peux fatiguer ton athlète. Donc avant qu'il saute à la perche, tu peux lui faire des squats lestés. Donc il part en condition de fatigue. Donc là on parle de fatigue musculaire. Tu peux lui faire des sudoku ou du calcul mental pour le saturer au niveau cognitif et le fatiguer cognitivement parlant. Et du coup, lui proposer un exercice en condition de fatigue. Et donc ça, c'est différents niveaux de contraintes. Et en fonction de ce que tu veux travailler, tu vas aller manipuler tes contraintes, soit au niveau du sujet, soit au niveau de l'environnement, soit au niveau de la tâche, enfin de l'athlète, de la tâche et de l'environnement, pour le mettre dans des conditions où il doit s'adapter à ces contraintes. D'accord. Et là où il va falloir réfléchir, enfin là où l'entraîneur a toute son expérience et toute sa pertinence, c'est d'aller réfléchir la contrainte qu'il met en place pour lui permettre d'arriver à l'intention qu'il a ou à un comportement souhaité, mais en laissant l'athlète s'auto-organiser par rapport aux contraintes qu'il a. Alors, je vais te donner un exemple, ça sera plus simple, mais en baseball, il y a des travaux qui ont été faits donc par Rob Gray, le père de cette approche par contrainte, pour arriver à faire en sorte que le tireur il garde le coude haut le plus longtemps possible. Et pour ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé au tireur un gros ballon, un genre de Swiss ball, mais adapté. Et en fait, du coup, il partait avec le ballon sous le coude, qui coinçait finalement avec son coude, et il devait garder le ballon le plus longtemps possible jusqu'au moment où il lâche la balle, et bien sûr, au moment où, à ce moment-là, il étend le bras et le ballon tombe. Qui fait que, en fait, tu le contrains à lever le coude, alors que si tu lui dis réalise plusieurs lancers le coude haut, et en fait il a rien qui lui permet de mettre en place, de ressentir le comportement vers lequel tu veux qu'il tende, autre que tes instructions verbales. Alors que là, finalement, c'est l'expérience d'avoir le coude haut. Pourquoi? Parce que en fait, mon ballon, si je veux le garder, j'ai pas le choix que de garder le coude haut. Donc c'est modifier, c'est maquiller un petit peu le geste en mettant une contrainte dans la réalisation du geste, dans l'intention de développer une aptitude technique spécifique. Et à quel point, justement, proposer ce type de variabilité par l'approche par contrainte peut être dénaturante pour le geste du sportif? En fait, à partir du moment où tu considères qu'il y a un geste parfait vers lequel tu veux qu'il tende et qu'il dénature. Mais si tu part d'une... Alors,
Là, je suis vraiment dans une conception très idéale. Mais si tu considères qu'il n'y a aucun geste parfait vers lequel tu veux que le sportif tende, mais que c'est lui qui a en lui les caractéristiques du geste qui est parfait pour lui, mais qui est parfait à la répète 1 et qui sera plus parfait à la répète 2 parce que les conditions auront changé. En fait, tu perds t'as plus cette question de te dire à quel moment je dénature mon geste. Et si on prend la question à l'inverse, finalement, si tu considères que tu dénatures le geste, ça veut dire que tu as une attente d'un geste en particulier. Donc, ça veut dire qu'en situation de compétition, il n'y a plus d'imprévu, il n'y a plus d'incertitude et tu attends à ce qu'ils répondent de façon mode robot. Moi, j'appelle ça le mode robot. À chaque situation. Et du coup, en fait, tu vas à l'encontre de ce que c'est que la performance sportive, parce que la performance sportive, en fait, c'est répondre à l'imprévu en permanence. Donc, tu contournes et tu lui laisses la possibilité de s'adapter à l'imprévu et non pas d'avoir 4 ou 5 schémas robotisés qui va coller en fonction de la situation sportive dans laquelle il va se retrouver en compétition. D'accord. Même sur finalement des sports hyper normés comme le sprint, etc. Comment tu abordes les choses justement dans des sports où l'imprévu est le moins... Après, j'entends, hein, par exemple, quand tu parles d'approche par contrainte, typiquement en fonction de l'environnement, de la luminosité, du bruit ambiant, c'est sûr que ça va moduler quand même pas mal de choses. Ouais. Alors, il est évident que l'approche par contrainte, elle est quand même vachement plus pertinente à être utilisée dans les habiletés ouvertes que dans les habiletés fermées. Et qu'il va y avoir de la répétition ou de la répétition d'un geste normé beaucoup plus importante dans les habiletés fermées. Pour autant, de l'incertitude dans les habiletés fermées, il y en a aussi. Je sais pas moi, sprint, donc tu disais, en natation, ils sont les premiers à dire que pourtant, plus fermé que ça, il n'y a pas. Et pour autant, selon à quelle ligne d'eau ils se retrouvent, du coup, il y a de l'imprévu par rapport à la vague de l'adversaire à la ligne à côté. Il y a des piscines qui renvoient plus sur les côtés que d'autres. Il y a des piscines qui sont, qui sont plus rapides. Voilà, ça peut paraître... D'accord. Mais l'incertitude, de l'imprévu, il y en a tout le temps. Et voilà, en sprint, tu fais un faux départ, les dispositions mentales dans lesquelles tu es pour le deuxième départ, quand il y a eu un premier faux départ, c'est pas les mêmes que s'il n'y avait pas eu ce faux départ. Donc finalement, il y a aussi de l'imprévu par rapport à ça. Et si tu l'as pas travaillé à l'entraînement, tu risques d'être... Mais typiquement, chez un sprinter, est-ce que ça te paraîtrait pertinent par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer, de, je sais pas, lui lester les mains? Complètement. Okay. Lui lester les mains, lui changer ses chaussures, lui enlever ses pointes et lui demander de courir avec ses chaussures de running, de trail ou oui, lui mettre des œillères qui lui empêchent de voir la position des adversaires à côté et travailler la focalisation. Et donc on voit que c'est très 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 varié. Oui. Donc effectivement, c'est encore une fois quelque chose qui aujourd'hui est pas évident. Moi, il y a une thématique que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est tout ce qui est périodisation. On sait qu'il y a plusieurs schémas, donc la périodisation avec quelque chose de très large, de la planification et de la programmation vraiment sur du micro. Et c'est là où on utilise le plus notre gomme pour modifier les choses en fonction du jour J, hein, en fonction de comment l'athlète est. Est-ce que justement ça te paraîtrait pertinent par rapport à tout ce champ des possibles qui s'offre à nous par rapport à ce que tu viens de dire, qu'on périodise tout ça? Oui. Alors, question super intéressante, hyper hype en ce moment. Alors, on n'y est pas clairement déjà parce que la fatigue cognitive ou le niveau de capacité cognitive n'est pas aussi facile à mesurer à l'instant T que ce que peut être une force max ou que peut être une VO2 max ou une VMA, une répète max en termes de poids soulevé. Du coup, il faut s'adapter. Il faut essayer d'arriver à déterminer quand est-ce qu'on considère que notre athlète il est fatigué cognitivement ou pas. Il y a la deuxième problématique qui est que
Pour périodiser, du coup, il faut des tests standards. Et en gros, dans les tests cognitifs normés actuellement développés dans la littérature, en fait, tu as un effet de test-retest qui fait que si tu répètes le même test tous les 15 jours ou tous les mois, en fait, tu vas juste améliorer au test juste par habituation au test. Donc, il y a aussi ce problème-là qui consisterait à changer le test cognitif, mais quand tu changes le test cognitif, du coup, c'est plus, tu perds en rigueur scientifique parce que tu compares pas forcément la même chose. Sachant que les processus cognitifs, ils sont jamais recrutés de façon très isolée. Ils sont quand même toujours recrutés de façon, enfin, les fonctions exécutives, il est rare d'isoler une fonction exécutive à travers un seul test. Donc, il y a cette problématique-là aussi. Et ce qu'il y a aussi de complexe dans la périodisation de l'entraînement cognitif, c'est que en fait, la périodisation, elle peut se faire donc à l'échelle d'une semaine, à l'échelle d'un mésocycle, à l'échelle d'un macrocycle, à l'échelle d'une saison. Et si on revient ne serait-ce qu'à l'échelle d'une semaine, tu veux m'interrompre? Non, ne serait-ce que moi, je vois même le truc encore plus large, c'est-à-dire à l'échelle d'une Olympiade, voire même d'un développement à long terme de l'athlète, avec des jeunes vraiment en préformation, en formation, et après quand ils sont professionnels. Là, ça veut dire que du coup, tu le spécialises très jeune, et moi, je suis complètement contre l'hyperspécialisation. Alors, justement, à quel point justement, moi aussi, je suis assez, je suis contre l'hyperspécialisation. Mais effectivement, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve pour X ou Y raison. Et d'une certaine manière, est-ce que avec un jeune, il faut mettre une variabilité à max pour éviter l'hyperspécialisation? Complet. D'accord. Mais même poussé vers, s'il vient et qu'il fait du foot, en fait, une fois par semaine, tu vas le mener à faire de la piscine, de la natation. Ah, ça, je suis d'accord. Mais là, du coup, on rentre sur quelque chose d'encore complètement différent. Mais si on reste sur une thématique proche de celle qui est, voilà, c'est un entraîneur de foot, il est foot spécifique par définition. Le club, voilà, ils ont des licenciés. Ouais, mais rien ne lui empêche que, à la fin de chaque entraînement, faire du basket avec leur ballon de foot. D'accord. Ou faire, je sais pas moi, des diagonales en faisant des pas chassés, courir en arrière, se passer la balle avec un copain qui est plus du tout rien à voir avec du foot, mais qui développe les capacités motrices de base, sauter, lancer, courir. Donc voilà. Et je voulais quand même revenir, on en était à la périodisation. Bien sûr. Tu vois, si on prend ne serait-ce que peut-être à l'échelle la plus simple, qui est à l'échelle d'une semaine. La périodisation, tu vas forcément la mettre en place par rapport au match du week-end ou par rapport à la compétition du week-end, mais également par rapport à la compétition de la veille. Donc, si tu attaques ton entraînement cognitif le lundi, et qu'il y a eu compète le dimanche, donc déjà, ton athlète, il arrive avec une certaine fatigue cognitive inhérente à la compétition de la veille. Et cette fatigue cognitive avec laquelle il arrive le lundi matin, elle est inhérente à la compétition de la veille, mais en plus de ça, elle est inhérente à l'enjeu de la compétition de la veille. Elle est inhérente à la quantité de jeu, si c'est du sport co qu'il a pu avoir, ou elle est inhérente à, on parlait de VTT de descente tout à l'heure. En Coupe du Monde, ils ont une qualif 1, une qualif 2 le samedi. S'ils passent dès la qualif 1, ils vont en finale directement. S'ils passent pas la qualif 1, ils sont à la qualif 2. Donc du coup, celui qui arrive en finale et qui a eu 2 qualifs, il n'est pas dans les mêmes dispositions cognitives que celui qui est passé dès la qualif 1. Et quand toi, tu le récupères le lundi en séance, soit il a fait la finale, soit il a même pas fait la finale, soit il a fait la qualif 1, la qualif 2, la finale. Il y a des choses qui pourraient être faites. Un test de temps de réaction de base très, très rapide avec des fit light. Maintenant, c'est mesuré. Mais ça, c'est aller regarder une variable qui est la variable un temps de réaction simple. À la limite, rajouter un temps de réaction de choix. Mais c'est une variable qui, parmi tous les processus cognitifs que tu vas pouvoir aller travailler dans ton exercice. Donc, voilà. Donc, réellement mesurable, une tâche de temps de réaction de base. Le RPE qui reste quand même est top. Sur de la fatigue cognitive ou la quantité d'efforts perçus, il y a le NASA TLX qui est disponible maintenant sur une app qui a été utilisée à la base par la NASA. Ça a été développé par la NASA. Donc c'est quelques questions que tu peux poser à l'athlète pour arriver à déterminer un petit peu son
son niveau de fatigue mentale, je dirais. C'est assez capillotracté, mais bon, c'est ce qui commence à être proposé. Ou sinon, développer ses propres petits tests qu'on lui fait faire chaque matin ou chaque semaine et voir s'il est dans les choux, clairement. Là, OK, il est fatigué. Toujours le coupler avec une action motrice, donc jamais qu'un test cognitif isolé, parce que le but, c'est quand même de faire du cognitivo-moteur. Et voilà, on en est, franchement, il n'y a rien là-dedans, il n'y a rien dans la littérature. Ouais, c'est au balbutiement, mais c'est quelque chose qui est réfléchi. Ouais. Alors justement, depuis tout à l'heure, tu parles beaucoup de créativité. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose, moi, qui me challenge encore une fois, parce que à quel point mettre de la créativité dans les séances qu'on peut proposer. D'ailleurs, dans un des podcasts, tu avais cité une consoeur qui disait que la créativité, c'était le premier pas pour tolérer l'inconfort. Mm-hmm. Est-ce que tu penses réellement qu'on peut entraîner cette créativité chez tous les sportifs? Chez tous les sportifs Oui, alors je me suis jamais posé la question. D'accord. Je pense que oui, on peut l'entraîner chez tous les sportifs, mais je pense que chez certains, il y a des freins, conscients ou inconscients. Mais l'athlète aura des freins à aller développer cette créativité parce que peut-être par crainte de contre-productivité ou par crainte d'aller vers l'inconfort, aller vers quelque chose qui déstructure le mouvement avant de le développer ou de le rendre plus flexible. Je pense, oui, que c'est quelque chose qui peut se développer. Ce qu'il faut considérer, c'est que la créativité, en fait, c'est un processus cognitif, mais c'est un processus cognitif qui est souvent considéré comme étant un processus cognitif interne, alors que clairement, la créativité, elle se développe en interaction avec l'environnement. D'accord. Donc, en fait, développer ta créativité, c'est développer ta capacité de répondre de la façon la plus créative possible à tout ce qui se passe dans l'environnement. Donc, c'est pas interne, en fait, c'est purement en interaction avec l'environnement, avec l'extérieur. Donc, c'est pour ça que, du coup, c'est développé en parallèle avec l'approche avec l'apprentissage différentiel et avec la variable, l'approche par contrainte. Parce que c'est mettre de l'incertitude dans l'environnement et voir comment l'athlète s'y adapte pour créer des nouvelles adaptations motrices à cette variabilité. Là, on parle de créativité sur une composante motrice, et j'ai laissé de côté la créativité plus artistique ou plus manuelle, ou même intellectuelle. J'ai souvent tendance à essayer J'ai une phrase ou un titre de conférence que je peux donner, c'est développer la créativité de l'entraîneur au service de la créativité de l'athlète. Plus l'entraîneur sera créatif dans les exercices qu'il propose, dans les situations d'entraînement qu'il propose et dans tout ce qui fait varier, au plus il aura pour possibilité de développer la créativité de l'athlète. Je remets au centre l'entraîneur et la richesse qu'il peut y avoir dans cette relation entraîneur-athlète et passer par le développement de la créativité de l'entraîneur et lui permettre de s'autoriser à sortir de son cadre dans le but de développer la créativité de l'athlète. D'accord. Et bien justement, pour faire le lien avec, encore une fois, plusieurs fois, tu as évoqué la relation entraîneur-athlète. Ouais. Une des thématiques et un des apports de l'entraîneur pour l'athlète sera ses feedbacks. Ouais. Tu disais que donner un feedback après chaque geste pouvait créer une dépendance. Et finalement, à quel moment choisir de ne pas parler? Ce qui est quand même très compliqué, surtout quand tu as peu d'expérience, parce que tu veux combler. Et au-delà même de ça, de l'expérience, je pense qu'il y a aussi potentiellement les attentes du sportif qui peut rapidement se dire « il me sert à quoi celui-ci ?» Alors, c'est hyper intéressant et c'est hyper débattu dans la littérature. Moi, la première question que j'ai souvent l'habitude de poser aux entraîneurs quand on évoque la notion de feedback, c'est le feedback, pour qui et pourquoi tu le donnes. Donc, est-ce que tu le donnes pour toi, pour te rassurer, toi, sur le fait que tu as quelque chose à dire sur la performance motrice que vient de réaliser l'athlète? Est-ce que tu le donnes pour l'athlète? Et dans ces cas-là, pourquoi? Ouais.
tu as décidé de là, quelle est ta posture, dans quelle posture tu te situes au moment où tu tu fais le choix de donner un feedback pour l'athlète et à quel moment tu lui donnes. Donc voilà. Donc déjà, première chose, se poser la question pour qui et pourquoi tu donnes le feedback. Alors, tu as parlé de l'effet de dépendance. Je pense que pour remonter un petit peu, il faut comprendre que, en gros, il y a deux types de feedback que sont les feedbacks intrinsèques et les feedbacks extrinsèques. Donc, l'entraîneur, forcément, il va donner des feedbacks extrinsèques, puisque le feedback intrinsèque, il est purement apporté par l'athlète pour lui-même. Et dans les feedbacks extrinsèques, il y a là aussi deux types de feedback. À savoir, est-ce que tu vas juste lui donner un feedback sur ce qu'on appelle un critère de réussite. Donc, tu lui dis, je sais pas moi, un golfeur qui voit pas parce qu'il est trop loin, ben, tu lui dis à la radio, et ben là, tu as atteint le trou ou ta balle t'as pas atteint le trou. Ou le skieur qui a pas vu son temps, donc tu lui communiques juste son temps. Donc ça, c'est un critère de réussite. Les critères de performance, c'est des retours que tu vas lui faire sur la façon dont il a réalisé son geste. Donc, c'est plus sur la cinématique, sur des critères de réalisation et sur ce que toi, tu as observé. Là, on revient, dans ces cas-là, avec un critère de performance où tu fais un retour sur ce qu'il a fait. On revient à la posture de l'entraîneur. Est-ce qu'il y a des variables mesurables? Est-ce que ce qu'il a vu, lui, n'est pas la même chose que ce qu'a vu son copain entraîneur adjoint? Donc, il y a la posture de l'entraîneur. Et ensuite, quand décider de faire un feedback? Donc, clairement, ce qu'il a été montré, c'est que si tu le fais de suite après, s'installe ce qu'on appelle un effet de guidage. Ça veut dire que l'athlète n'a plus aucune possibilité d'auto-évaluer sa perf, parce qu'à partir du moment où il finit sa perf, il sait systématiquement que toi, tu vas lui faire un retour. Et du coup, tu le guides clairement vers là où tu veux qu'il aille. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'effet de guidage. Et on lui enlève toute cette capacité de travailler sur ses sensations, d'auto-évaluation de ce qu'il vient de faire et de se recentrer sur la perf que lui vient de faire. Deuxième effet néfaste, qui est l'effet de dépendance, c'est le fait de lui faire systématiquement après chaque essai. Donc, c'est assez proche de l'effet de guidage, mais finalement, on retrouve le fait qu'il n'a plus le besoin de s'auto-évaluer. Mais par contre, dans sa progression, en fait, il va être totalement dépendant de l'entraîneur. Et ça peut créer des soucis si le jour de la compétition, l'entraîneur n'a pas le droit d'être sur le bord du terrain ou sur le bord du bassin, où l'athlète il est perdu parce qu'en fait, il était totalement dépendant de son entraîneur. Donc, à quel moment on fait le feedback et à quelle fréquence on fait le feedback et pourquoi? Ça dépend quand même du niveau d'expertise de l'athlète. Ça dépend toujours pareil, de qu'est-ce qu'on veut qu'il développe à travers cet exercice. Et ça dépend aussi, parce qu'on n'a pas parlé de savoir si on fait des feedbacks que sur le positif ou le feedback sur les erreurs. Et donc, clairement, des feedbacks sur les erreurs, ou sur des corrections techniques, ça permet de progresser. Et les feedbacks les feedbacks positifs, ça permet de maintenir la motivation dans la séance. D'accord. Donc, en fonction du type de feedback que tu fais, il y a quand même des conséquences qui ne sont pas les mêmes. Ensuite... Moi, à titre personnel, j'aime bien justement... je réfléchis à ce que ça soit alterné. Ou en tout cas, pas forcément toujours alterné, mais que dans ma séance, il y ait du positif et du... En fait, après, c'est aussi sentir l'athlète, à mon sens, et connaître l'athlète. Il y en a qui n'ont pas besoin, à mon sens, d'être toujours motivés, d'autres davantage, en fonction des périodes, en fonction de pas mal de choses. Mais sinon, d'un point de vue très schématique, j'aime bien... je réfléchis à ce que ça soit alterné dans ce que je vais dire. Ok. À ça, moi, je pourrais te proposer de rajouter... Moi, j'aime bien emmener l'athlète finalement dans notre schéma de son propre développement moteur et sur des temps courts ou même à l'échelle d'une séance ou peu importe, lui laisser la possibilité, lui, de te demander quand est-ce qu'il veut le feedback. Ok. Ouais. Moi, je prône quand même pas mal rendre l'athlète acteur de son entraînement. Ouais, ça me parle. Du coup, à partir du moment où tu lui laisses la possibilité de lui dire tu me demandes quand tu veux un feedback et je te le donne et quand tu n'en veux pas, tu n'en veux pas. Finalement, ça rend l'athlète, ça lui permet d'avoir un certain processus réflexif sur
ce qu'il vient de faire et sur quand est-ce qu'il le demande et pourquoi il le demande. Et toi, ça t'apporte aussi des connaissances ou des ingrédients sur le profil de ton athlète. Et du coup, derrière, toi, ça te permet de t'adapter. Et je pense que c'est là la richesse de la relation entraîneur-athlète. Ça te permet d'adapter ta pédagogie de l'entraînement au style de l'athlète et potentiellement de faire une pédagogie différentielle entre deux athlètes parce que finalement, tu auras senti qu'ils n'ont pas le même profil. Et du coup, là, tu seras vraiment sur de l'individualisation. Et le processus le plus pertinent que tu peux avoir en termes de feedback, c'est arriver à individualiser les feedbacks et savoir comment tu individualises le feedback à l'athlète de sorte à ce que ça lui corresponde au mieux. Et pour être sûr que ça lui corresponde, c'est que tu as aussi recueilli des infos sur ce que lui, il attend et quand il attend et pourquoi il attend. C'est vraiment une interaction. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais en amont, j'ai tendance à régulièrement en fait poser la question de lui qu'est-ce qu'il a perçu. Mais c'est vrai que ça demande forcément du temps et potentiellement en fait de couper la séance et donc potentiellement l'intensité que tu as voulu y mettre. Donc c'est là alors je sais qu'il y a après tout ce qui va être des feedbacks à terme. Je sais pas comment tu les décris, mais avec de la vidéo où justement tu vas le filmer et tu vas en parler en aval, tout ça. Mais c'est vrai que ça demande davantage de temps et pour connaître davantage le monde du foot, mais je pense que c'est des choses qu'on retrouve assez fréquemment. Il y a une situation et le coach directement il intervient. Oui. Et c'est quelque chose qui est normalisé en fait. Oui. Là, c'est la dépendance au feedback. Okay. Ouais. Et là-dessus, sur le feedback, par rapport à ce que tu disais, ça coupe la séance. Donc, il y a aussi la conception, on appelle ça le feedback résumé, qui consiste du coup à plus faire un feedback après chaque essai, mais un feedback résumé sur l'ensemble des essais. Forcément, du coup, la teneur du feedback est plus la même que celle que tu aurais faite si tu avais fait après chaque essai. Donc, du coup, ça demande à réfléchir sur la forme du feedback. Mais finalement, c'est apporter un feedback résumé sur une séquence. D'accord. Et je voulais rebondir quand tu disais sur le travail vidéo. Bon, effectivement. Et il y a un autre travail qui peut être fait et qui est considéré finalement comme un travail avec du feedback. C'est rendre l'athlète observateur de ses copains d'équipe. Et ça, c'est un truc qu'on fait pas mal, qu'on propose en ski. Oui. Quand j'interviens avec des entraîneurs qui ont des skieurs au niveau en devenir. Donc et c'est à eux de faire les feedbacks. Et en fait, ils observent leurs copains. Ouais. Et après, alors libre à l'entraîneur de comment il mène le débrief. Ou, ça peut être hyper intéressant parce que du coup, ils notent ou ils ont en tête. Alors, il faut bien cadrer parce qu'il faut bien sûr que ça soit très bienveillant entre les partenaires d'entraînement dans le groupe. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que le skieur, l'athlète qui se retrouve en train d'observer son copain, il observe forcément pas la même chose que ce qu'observe l'entraîneur. Et quand il a observé, qu'il a verbalisé ce qu'il a observé chez le copain, derrière, il va processer et il va finalement se l'appliquer à lui-même ou réfléchir sur des aspects techniques propres à sa descente à lui, sur lesquels il n'aurait peut-être pas forcément réfléchi s'il n'avait pas été en situation d'observation de son copain. Je vois très bien. Et ça peut être hyper intéressant. Ça prend du temps, il faut... Ouais, non, mais c'est facilement. Ça me fait directement évoquer des souvenirs. Il y a quelques années de ça, quand j'étais en U14 à l'Olympique Lyonnais, c'était déjà des choses qu'on faisait. Notamment, on était des groupes fournis de 20 joueurs, donc on jouait pas tous. Et quand on ne jouait pas, on observait la concurrence, en tout cas à notre poste. Et c'est des choses malgré tout qui se font. Et là, on parlait spécifiquement des feedbacks. Qu'en est-il des consignes? Est-ce que c'est quelque chose qui est similaire? Et d'une certaine manière, est-ce qu'on peut dire qu'une consigne mal donnée ou non adaptée pourrait perturber l'athlète cognitivement? Oui, complètement. Alors, la différence entre consigne et feedback, c'est que feedback, on fait un retour sur ce qu'il vient de faire. Oui. Et consigne, on lui donne une instruction sur ce qu'il a à faire. En fait, on rentre dans le champ de la notion d'orientation de l'attention de l'athlète. Je te donne un exemple très, très prépa physique.
C'est pas la même chose de dire à ton athlète déplie. Alors, il est en développé couché. C'est pas la même chose que de lui dire déplie ton bras le plus vite possible, que de lui dire tends ta barre pour aller toucher le plafond. Et en fait, donc d'un côté, tu orientes l'attention vers quelque chose qui est interne. Donc, d'étendre le bras le plus rapidement possible, c'est une organisation kinesthésique interne. Que lui dire va toucher le plafond avec la barre le plus vite possible. Donc là, tu es sur l'orientation de l'attention externe. Et bon, par différents processus et théories de l'hypothèse contrainte, peu importe, il a été montré quand même que c'est beaucoup plus pertinent d'orienter l'attention vers l'extérieur. Donc d'avoir une orientation d'attention externe, donc une focalisation de l'attention externe, parce qu'en fait, en interne, tu gèles certains degrés de liberté, donc tu contrains certains mouvements. Et il a été montré que d'un point de vue biomécanique, physiologique, musculaire, énergétique et cognitif, c'est beaucoup plus pertinent d'avoir une focalisation attentionnelle externe par rapport à de l'interne. D'accord. Ouais, donc c'est très clair. C'est vrai que c'est quelque chose, en tout cas en kiné, qui est assez développé. Ouais. Externe, Alors ça, c'est interne. complètement. Ça, c'est un truc que je discute souvent avec une copine kiné et avec Adrien, complètement sur la rééducation, sur mettre un petit laser sur le genou et faire pointer quelque chose sur le mur, plutôt que de lui dire non mais là essaye de plier ton genou à 40 degrés, qui est totalement Qui a moins de sens en tout cas. qui a moins de sens et du coup qui charge cognitivement plus le patient ou l'athlète et du coup qui a moins de répercussions pertinentes sur l'organisation motrice. Tu as parlé de patient. Oui. Donc j'ai envie de t'amener un petit peu là-dedans. On a parlé de focus externe. Voilà, c'est des choses qui sont assez parlantes pour nos confrères et consoeurs kinés. À partir de quand justement, dans tout ce qui est cognitif, tu interviendrais d'un point de vue réhabilitation, rééducation, réathlétisation? De suite. Je reviens au sport. Suivi de grosse blessure en sport, un croisé. Clairement, l'athlète, donc il peut pas se déplacer. Enfin, il est assis. Pourquoi pas faire du cognitif assis. Donc maintenir ce processus de traitement de l'information. Alors s'arrêter à l'action, bien sûr, mais du coup continuer à le stimuler, à prélever des informations, à prendre des décisions, à entretenir son attention pendant un certain temps, donc travailler sur son endurance attentionnelle, voilà. Donc maintenir une charge cognitive, un travail cognitif sur des séances en marge de tout ce qui est fait sur le plan rééducation motrice. Ceci étant mis de côté sur un patient. Alors, je ne suis pas kiné. Physiopathologie, non, bien sûr. Mais... Après, la question est de savoir à quel moment tu considères. Enfin, tu considères qu'il commence à y avoir du cognitif ou pas. Mais justement, alors pour t'aider là-dedans, tu parlais à un moment donné, je crois que tu as parlé de NeuroTracker. Ouais. Moi, à l'Olympique Lyonnais, c'était un outil qu'on avait à disposition et effectivement, on a le temps avec nos athlètes. Et donc, notamment sur les pathologies, pas forcément longues, mais effectivement, quand les pathologies sont longues, ils sont davantage mis dans ce type de dispositif. Toi, c'est quoi ton point de vue sur ce type d'outil ? Alors c'est bien. Enfin, ça peut être intéressant. Toujours pareil. Si derrière il y a une intention claire, l'utiliser pour l'utiliser en disant maintenant qu'on l'a acheté, il est au club, donc ils vont tous faire 3 sessions par semaine. Non. Moi, souvent, ce qui était évoqué, c'est voilà, le sportif, en l'occurrence le footballeur, il n'est pas sur le terrain par définition. Et tu parlais tout à l'heure de vision, l'environnement à 180 degrés, à 360 degrés même. Quand t'es pas sur le terrain, c'est pas développé. Donc le NeuroTracker viendrait en partie chanter et travailler quand même pour maintenir certains acquis. Complètement. Et pour ça peut être super intéressant parce qu'effectivement, tu maintiens une charge perceptive et mémoire. Une fois que l'athlète peut être mobile, moi, je conseille systématiquement de le coupler à une activité motrice.
Donc d'arrêter de mettre, alors quand il a récupéré de la mobilité, hein, ou pour des athlètes non blessés, d'arrêter de les mettre assis sur une chaise à regarder des balles qui tournent, mais de le coupler systématiquement à un déplacement. Donc ça, maintenant, avec les casques de réalité virtuelle, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites, qui sont hyper intéressantes. L'Université de Rennes, ils ont des super projets là-dessus, avec des avatars, avec des trajectoires qui mettent dans le casque, qui sont issus de trajectoires réelles. Donc ça peut être hyper intéressant. Mais il y a quand même un petit côté facilité parce que, en gros, tu le mets dans la salle, tu le mets devant l'ordi. Et c'est facile parce qu'il y a juste à lancer le programme. Trop passif. Et c'est trop passif. Et du coup, c'est passif aussi. Enfin, alors, il y a un gain de temps, mais pourquoi pas demander au prépa physique de proposer des séances où il y a de l'interaction, qui sont un peu similaires aux processus cognitifs qui vont être requis avec le neurotracker, mais avec des cartons de couleurs, avec des jeux de chiffres, de plots. Voilà, petit à petit réintégrer le ballon, puisqu'on parlait de foot, mais si c'est pas du foot, c'est du vélo, je sais pas moi, prendre un guidon et commencer à lui permettre d'avoir une action motrice où tu commences à bouger le guidon, mais où du coup, petit à petit, il se rapproche quand même de l'activité. Il n'est pas tout seul dans une salle à regarder des balles, où il interagit avec le prépa physique, où le prépa physique est du coup capable de... prépa physique ou kiné ou entraîneur, hein, mais du coup est quand même aussi capable de sentir une progression, un retour avec une amélioration de ses capacités perceptives ou ses capacités de concentration, et mieux encore, au fur et à mesure qu'on complexifie, ou qu'on avance. Si c'est dans un sport co, un sport par équipe, commencer à faire interagir avec d'autres joueurs. D'accord. S'il y a d'autres sportifs blessés, pourquoi pas les faire interagir tous les deux. Et voilà, qui fait qu'en plus de ça, en termes de motivation pour l'athlète, du coup, ça le laisse dans le groupe. Ouais. Et plus l'effet un peu compétitif qu'il a perdu. complètement. Et du coup, il est pas isolé. Et pour tout ce qui est un profil psycho, ça peut être aussi hyper intéressant. D'accord. Donc voilà. Très très clair. Laure, je vais te poser ma dernière question, ma question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance? J'ai un peu réfléchi et en fait, je me disais, alors peut-être que tu l'as déjà interviewé, Simon Fourcade. Non. Alors pourquoi Simon Fourcade? Mais je sais qu'il me suit sur les réseaux. Ok. Et que j'ai déjà tenté un petit peu de... Mais il est très busy, notamment depuis qu'il est rentré en équipe de France en tant que coach. Ok, bon. Mais non, mais dis-moi. Retenter. Alors pourquoi Simon Fourcade? Parce que c'est de l'endurance, parce que finalement il y a cette alternance de refocalisation attentionnelle, donc cette différence de niveau d'activité, d'intensité en devant se refocaliser. Donc bon, forcément c'est quand même bien en lien avec ce que je fais. Aussi parce que j'adorerais travailler sur tout ce qui est focalisation attentionnelle et refocalisation attentionnelle après un gros effort physique comme ils ont à faire du coup sur le pas de tir. Et à côté, parce que je trouve cette carrière qu'il a eue, ce parcours de vie, être athlète de haut niveau, de très haut niveau, et ensuite passer de l'autre côté et devenir entraîneur d'athlètes que lui, il a pu côtoyer quand il était lui-même athlète. Donc je serais hyper curieuse de l'entendre sur la posture qu'il peut avoir et sur la posture de l'entraîneur après avoir été, en passant de l'autre côté de la barrière, ce qui est très courant, hein, mais chacun n'a pas forcément la même posture, effectivement. Ouais. Et aussi parce que finalement, de le voir, ça reste un entraîneur qui fait, donc là, en saison estivale, en prépa estivale, ils font du vélo et du coup, il part avec l'équipe sur le vélo, il est capable de faire les séances de piste. Donc, il reste quand même vraiment au contact de l'équipe en continuant à s'entraîner avec lui, tout en ayant cette posture d'entraîneur. Et également, dernier point, après je m'arrête, aussi parce que du coup, il est entraîneur et à devoir discuter avec un autre entraîneur qui est l'entraîneur au tir. Et du coup, je serais hyper intéressée de l'écouter sur cette notion d'interaction qu'il peut avoir avec un autre entraîneur qui s'occupe d'une autre activité
qui fait partie de l'activité. Et tu vois, on parlait tout à l'heure de périodisation ou de charge, enfin de quantification de la charge. Je serais hyper intéressée de savoir comment ils arrivent à décliner la quantité de la quantification de la charge cognitive faite au tir par rapport à la quantification de la charge physio qu'il peut avoir quand Simon reprend le relais sur un entraînement ski. Oui. Donc c'est C'est vrai que ça ferait très lien pratico-pratique Ouais. avec tout ce que tu as pu évoquer. Voilà. Ok. Bah, je te laisse un petit mot de la fin, quelque chose sur lequel tu as envie d'appuyer. Moi, je pense que ça peut paraître présomptueux, mais ces notions d'entraînement cognitivo-moteur, c'est vraiment en train de devenir à la mode. Et j'aurais quand même tendance à essayer de faire passer le petit message que si vous vous entourez ou si vous penchez sur ce domaine de la perf, de vous entourer de personnes qui sont formées. Et qui ont un bagage scientifique. Bon, je suis chercheur, hein, donc forcément, je reviens quand même toujours à la validation scientifique ou à la rigueur scientifique, mais des personnes qui sont formées, des personnes qui ont pris le temps de comprendre vraiment, au point de vue neuro, les processus avant de les appliquer sur le terrain et de s'affranchir de tous les aspects peut-être un peu commerciaux, mais s'assurer qu'il y a quand même un bagage scientifique derrière, ou tout du moins un socle scientifique. Et vous encourager encourager tout le monde à comprendre, parce que finalement, c'est avoir à acquérir des nouvelles connaissances sur un facteur de perf qui va, à mon avis, exploser dans les années à venir. Et sinon, merci pour l'invitation, et j'espère que c'était clair. C'était très clair, en tout cas très enrichissant pour moi, parce que, encore une fois, c'était une thématique très challengeante pour moi. Mais en tout cas, c'était très holistique, très clair. Donc merci à toi, Laure, déjà pour l'accueil, pour d'être intervenu et d'avoir pris autant de temps pour répondre à mes questions. Merci aussi à Adrien, d'une certaine manière, de nous avoir mis en contact. J'ai fait un épisode avec lui, l'épisode, je crois, numéro 78, sur une thématique surcotée, sous-cotée, qui est assez complètement différente de ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Et je vais faire aussi un épisode avec lui. Je mettrai tout ça en lien dans la description. Et puis, merci à toi de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner au Squad de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. Si tu as aimé notre conversation, fais-le nous savoir en écrivant un petit commentaire auquel on répondra vraiment avec un grand plaisir. Et en plus de ça, ce commentaire, il nous donne énormément de force. Il permet un meilleur référencement du podcast pour que davantage de sportifs aient accès aux conseils de Laure. Nous, on se retrouve chaque mercredi à 18h avec une alternance d'épisodes en interview comme ici et même d'épisodes en solo. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force! Génial! Trop bien!